Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. Bonjour à tous, bonjour aux 350 participants à cette conférence inaugurale du Salon OSSU de 2021. Bonjour à OS, l'équipe technique qui gère pour la première fois en distanciel complet ce salon. Bonjour aux intervenants. Anne-Claudius Petit, conseillère régionale en charge de l'élaboration puis du suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets et nouvelle présidente de l'ARB, l'Agence régionale de la biodiversité. Bonjour à Marjorie Agobian, qui est conseillère mobilisation pour le ministère de la Transition écologique pour le Congrès mondial de la nature qui se déroule à Marseille en septembre 2021. Bonjour à Maxime Ducolombier, qui est le cofondateur avec Vincent Guay du jeune projet Synchronicity installé à Marseille. Et bonjour à Hervé Pernaut, qui est directeur du développement pour Veolia Sud, revalorisation. Pour ce qui me concerne, je suis dirigeant de l'entreprise sociale Ecosphère
et administrateur de la CRES Région Sud avec le mandat bénévole de développer l'économie circulaire avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. L'objectif de cette table ronde, achat responsable, innovation, coopération, frein ou levier, c'est d'éclairer comment et pourquoi des achats responsables peuvent ou doivent intégrer des démarches de coopération territoriale innovantes en mesure de répondre aux défis complexes et transversaux de la transition écologique. C'est aussi d'identifier les freins et les leviers pour les développer et de contribuer à créer une culture commune entre les services achats publics ou privés et les acteurs porteurs de coopération et solutions répondant à ces enjeux. Des coopérations qui sont souvent portées par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais pas que, acteurs dont l'ADN est la co-construction et l'agilité en termes de modèle économique et qui ont vocation à rendre parfois plus smart les appels d'offres. Un exemple très concret, avec des intervenants présents sur cette table ronde, nous avons eu à répondre à un appel d'offres récemment concernant l'achat de matériel de déshydratation de biodéchets des cantines scolaires d'une collectivité locale. Cet appel d'offres faisait uniquement référence à l'achat et la maintenance de ce matériel de déshydratation de biodéchets. Nous avons décidé, avec quelques acteurs, de compléter en fait cette demande de la collectivité par une proposition de service de réduction des volumes de biodéchets qui seraient envoyés dans ces machines, réduction qui permettrait de réduire la taille de ces machines, d'économiser de l'énergie, évidemment d'économiser sur le coût de traitement et de collecte des déchets, d'adjoindre un service de logistique décarboné, de ramassage de ces séchats, c'est-à-dire le biodéchet séché, déshydraté, et puis de massifier ces séchats pour qu'ils soient collectés par un acteur traditionnel du traitement des déchets. Malheureusement, il n'était possible de budgéter que la prestation d'achat et de maintenance du matériel, si bien que nous avons dû faire rentrer le coût de nos prestations dans l'achat et la maintenance, le coût d'achat et de la maintenance de ce matériel, créant un désavantage concurrentiel pour le fournisseur de matériel, quoique nous étions sur une démarche d'intelligence de service sur le plan écologique et sur le plan financier pour faire économiser des coûts écologiques et financiers à la collectivité locale. J'ai donc, pour évoquer ce type de situation, réuni des acteurs institutionnels et privés avec lesquels, en tant que président de l'entreprise sociale Ecosphère, j'ai développé des coopérations en région Sud depuis 2017. Ecosphère, très rapidement, conçoit et met en œuvre en France deux types de programmes, des programmes de lutte contre le gaspillage et de réduction des déchets pour les acteurs professionnels, privés et publics, hors déchets des BTP et déchets dangereux, par des prestations de diagnostic, de changement des process, de formation et d'expérimentation, et puis des programmes qui, par la suite, visent à valoriser les surplus et déchets résiduels de manière performante sur les plans économiques, social et environnemental, en améliorant les dispositifs d'approvisionnement des acteurs de la solidarité, en structurant des réseaux smart de l'économie circulaire territoriale. La CRES, depuis 2018, a inclus parmi ses objectifs de développer l'économie circulaire avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, entre eux et avec les acteurs publics et privés, en conformité avec sa vision du développement régional et de l'objectif de développement durable numéro 17. Cette table ronde va être organisée sous forme de questions et puis vous, les participants qui nous voyez, pouvez nous poser des questions à l'occasion desquelles, à travers le chat, nous aurons la possibilité de répondre vers 9h45. La région Sud est le principal partenaire de la CRES dans l'organisation de ce salon sur sa 3e édition. C'est donc à Anne Collius-Petit, conseillère régionale, que je passe la parole maintenant. Merci Xavier. Bonjour à tous et merci de cette invitation à ouvrir ce salon ESS Sud qu'on tient malheureusement digital, mais qu'on tient quand même, donc c'est important. Effectivement, comme vous le disiez, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est le partenaire principal de l'organisation de ce salon. Et effectivement, c'est important pour nous, à plusieurs titres, au titre de plusieurs compétences, d'être le partenaire de la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire. D'abord parce que la région est compétente en matière de développement économique, mais elle est également compétente en matière de climat, d'air et d'énergie, en matière de déchets, comme vous le disiez, sur la réduction et la promotion de l'économie circulaire. Donc, il y a tout un tas de sujets sur lesquels
l'économie sociale et solidaire est clairement une réponse et, comme le dit bien le titre du salon, c'est une réponse au titre de l'économie d'avenir. Voilà, donc c'est vrai que c'était important pour nous que ce salon puisse se tenir malgré les conditions de la crise sanitaire actuelle. Et au titre de mes fonctions et d'un certain nombre de responsabilités que j'ai, je suis particulièrement intéressée pour participer à cette conférence. Puis je serai également cet après-midi pour parler plus d'économie circulaire et lancer la plateforme régionale de l'économie circulaire. Anne Cluse-Petit, est-ce que, comme le feront chacun des intervenants par la suite, vous pourriez nous indiquer quels sont, pour la région Sud, les enjeux et l'ambition en termes de développement de coopération territoriale entre acteurs porteurs de solutions innovantes pour répondre à ces enjeux de transition écologique et solidaire? Alors c'est vrai qu'en matière d'achat responsable, puisque c'est le sujet principal, la collectivité qui est la région, le conseil régional, elle peut agir sur tout un tas de sujets. Alors c'est vrai qu'elle peut agir d'abord sur sa propre stratégie en matière de responsabilité de ses achats, mais elle peut agir aussi parce qu'elle est le principal interlocuteur des collectivités, en particulier des EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, c'est-à-dire les métropoles, c'est-à-dire les communautés de communes, les communautés d'agglomération. Et puis aussi, comme je le disais au titre du développement économique, c'est un interlocuteur incontournable pour les entreprises, qu'elles soient de l'économie sociale et solidaire ou de l'économie classique, je dirais. Donc c'est vrai que comme on est au croisement d'un certain nombre de compétences d'une part et puis d'acteurs d'autre part, on est vraiment au cœur de ce type de démarche et finalement, l'innovation, elle n'est pas seulement technologique, elle peut être aussi au travers de recherche d'autres manières de mener les projets. Donc, tout à fait, voilà, les projets de coopération permettent de trouver des solutions qu'on n'aurait pas forcément trouvées en passant un appel d'offres classique ou en menant un projet de manière traditionnelle, je dirais. Marjorie Agobian, je vous remercie de nous présenter maintenant la dynamique du ministère de la Transition écologique pour le Congrès mondial de la nature et la manière dont cet événement clé et phare pour le territoire a commencé à faire bouger les lignes en termes de responsabilité des achats et des prestations qui vont conduire à ce que ce congrès soit un congrès très éco-responsable. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette invitation ce matin. Je suis ravie d'être là. Ah oui, c'est vrai, je suis conseillère mobilisation pour l'organisation du Congrès mondial de la nature de l'ICN qui aura lieu au mois de septembre à Marseille, du 3 au 11 septembre. Le congrès, c'est un rendez-vous mondial des acteurs qui vont proposer des solutions en matière de préservation de l'environnement. C'est un rendez-vous qui a lieu tous les 4 ans et qui aura lieu pour la première fois en France et qui se tiendra à Marseille. Donc, c'est une véritable opportunité pour le territoire de monter en compétences. On aura, les yeux seront braqués, les yeux du monde entier seront braqués sur cet événement, puisqu'on a sur chaque édition un nombre et une jauge extraordinaire, 12 000 congressistes venus de 130 à 140 délégations étrangères, 100 000 visiteurs, puisque le congrès sera ouvert pour cette nouvelle édition pour la première fois au grand public. Et l'événement lui-même, c'est un événement d'intérêt général, c'est important de l'indiquer, puisque c'est donc un événement avec un budget contraint, qui est co-organisé par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et le ministère de la Transition écologique, mais aussi son partenaire, et là on l'a vu, je salue Anne, entre autres, et notre ami Hervé de la région Sud, sont partenaires de cet événement, les 4 collectivités, la ville de Marseille, ville haute, le département, 13, la région Sud, la métropole aussi. Donc, c'est un événement qui va fédérer, qui fédère déjà depuis presque 3 ans d'organisation, qui fédère aussi bien les collectivités que les acteurs économiques du territoire, les associations, les ONG, pour travailler ensemble et rendre cet événement cohérent, puisque on se doit sur un objectif comme celui-là d'être exemplaire en matière de politique d'achat responsable, ça c'est clair.
Et je tenais à préciser que l'événement lui-même est labellisé norme ISO 20121 et le site qui va accueillir l'événement, le parc Chano, est lui aussi labellisé pour l'occasion. Donc, ce qui met, on pourrait dire, une pression positive sur l'événement et sur les acteurs. Cette norme, c'est une norme internationale qui a pour objectif la gestion d'événements durables. Voilà, donc je pourrais vous en dire plus sur quelques exemples et quelques pans de l'organisation qui rentreront dans ce cadre-là et qui feront de cet événement un événement exemplaire. On évoquera effectivement certaines coopérations qui sont nées, dont je peux témoigner avec Synchronicity que elles ont déjà commencé à faire bouger les lignes. Ces démarches d'organisation du Congrès mondial de la nature sur le territoire. Alors justement, Maxime Ducolombier, pourriez-vous nous présenter ce nouveau projet, cette nouvelle dynamique coopérative territoriale que représente Synchronicity? Bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation de cette journée qui se promet riche en interventions. J'ai regardé le programme, il est alléchant, donc je suivrai ça de manière attentive tout au long de la journée. Donc, je suis effectivement le cofondateur de Synchronicity. Synchronicity qui est principalement une SIC qui, par vocation, est un système juridique qui permet de créer justement des coopérations dans le cadre de projets ou d'actions spécifiques. Notre pitch est d'être un créateur de flux coopératifs au service d'un territoire durable. Nos domaines d'expertise sont principalement centrés sur la vision des déchets comme des ressources, la logistique ultra-urbaine, comment est-ce qu'on améliore les flux logistiques premiers et derniers kilomètres, on parle même de premiers et derniers mètres, grâce aux outils notamment cyclo-logistiques qu'on utilise. Le troisième, ce serait peut-être effectivement cette gouvernance inclusive et cette façon de coopérer entre acteurs, chacun dans son domaine d'expertise, apporte à l'autre ce dont il a besoin, dans cette vision d'une économie circulaire où justement l'objectif, et je pense qu'on va en débattre ce matin, c'est comment on réussit à décloisonner des systèmes là où l'économie circulaire se doit d'être justement circulaire et non pas linéaire. Et donc, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble en fonction public, privé, petite taille, de sociétés de petite taille ou de grosse taille, multinationales, acteurs de l'associatif, etc. Chacun doit apporter à l'autre, c'est les principes de l'intelligence collective qui nous permettent de réussir à trouver les meilleures solutions. Et ces meilleures solutions doivent nous permettre de faire mieux. Et c'est un leitmotiv chez nous, c'est-à-dire toujours rechercher ce côté efficience d'usage. On dépense les 2 premières dépenses métropolitaines, par exemple, que sont la mobilité en 1, les déchets en 2. Les déchets, par exemple, 263 millions d'euros par an dépensés pour aller principalement brûler des déchets sur le site d'Éverest à Fos. Comment est-ce que cette manne financière, cette dépense peut devenir finalement un budget d'investissement qui doit nous permettre de créer de l'emploi. Plus on fera d'environnement ensemble, plus on créera d'emplois, et ces emplois sont des emplois inclusifs, non délocalisables. Voilà. Donc, plus on mettra d'environnement, plus on créera d'emplois. C'est notre parti pris. Hervé Pernaut de Veolia Sud, c'est à vous. Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis très heureux d'avoir été associé à cette table ronde et participer à ce salon ESS Sud. C'est un moment important, c'est un moment clé. Comme les personnes précédentes l'ont dit, je crois qu'on est à un véritable virage. Donc pour ma part, je suis Hervé Pernaut, je suis directeur du développement pour le compte de Veolia, VRVD, donc Veolia recyclage, valorisation des déchets pour la région Sud PACA. Donc Veolia, groupe international, je vais donner quelques éléments, quelques chiffres clés. Sur la région Sud PACA, Veolia, c'est à peu près 1200-1300 collaborateurs.
un chiffre d'affaires consolidé de plus de 300 millions d'euros, une quarantaine de sites industriels. Mais des éléments importants qui vont dans la logique de la politique du groupe. Aujourd'hui, le groupe est effectivement un collecteur, un traiteur des déchets, mais avant tout, et maintenant très clairement affiché, la volonté du groupe, c'est de faire du déchet une ressource ou de valoriser ce déchet. Quelques chiffres, en l'occurrence, sur la région Sud-PACA, Veolia valorise, recycle à peu près plus de 600 000 tonnes de déchets et produit plus de 100 000 mégawattheures d'énergie issue de la valorisation énergétique des déchets. Alors, parmi les différentes missions dont j'ai la responsabilité, j'en ai une qui est conséquente et qui est importante, c'est de travailler à réfléchir à des solutions à la transformation, à l'accompagnement de la transformation de nos métiers de demain par rapport à nos métiers classiques qui consistent à collecter, trier et à valoriser et ou à traiter de manière utile les déchets. Aujourd'hui, ma mission consiste à dire aujourd'hui, faisons en sorte et réfléchissons pour que ces métiers dits classiques soient et suivent la transition qu'on connaît aujourd'hui, transition de valorisation de matière, transition d'approche et également transition d'approche partenariale, collaborative dans l'écosystème qu'on vient d'évoquer juste un instant. On a donc autour de la table deux donneurs d'ordre, ceux qui donc lancent ces appels d'offres, ces stratégies responsables des achats et trois acteurs complémentaires, traditionnels comme Veolia et un peu moins comme Synchronicity et comme Ecosphère, qui ont eu l'occasion sur les derniers mois, les dernières années de créer des coopérations ensemble, d'avoir cette agilité correspondant à une vision commune des enjeux de la transition écologique et solidaire, d'avoir une capacité aussi, parce qu'ils ont cette vision commune, de faire évoluer leurs modèles économiques, comme j'ai évoqué que ça pouvait être le cas à travers des réponses à cet appel d'offres cité en exemple tout à l'heure. À partir de maintenant, on va revenir sur précisément des exemples concrets ou des projets à venir de chacun de ces acteurs qui illustrent ces démarches de coopération territoriale, de volonté d'additionner des intelligences dans des démarches d'intelligence collective, mais aussi de développement économique et de performance écologique et sociétale. Et donc, Marjorie Agobian, pour le Congrès mondial de la nature, pourriez-vous préciser la manière dont, sur ce territoire, vous, en tant que conseiller à mobilisation, avec l'équipe du ministère de la Transition écologique à Paris, les coopérations ont commencé à bouger, à se mettre en œuvre pour faire en sorte que ce congrès soit une réussite en termes d'éco-responsabilité sur le territoire. Sans rentrer, je ne sais pas si on ne voit plus. Merci Xavier. Sans rentrer dans le détail, parce qu'aujourd'hui on est toujours en cours d'organisation avec vous imaginez, une logistique, une énorme logistique, et toujours dans la passation de marché. Mais il y aura un bilan qui sera fait à la fin de l'année après l'événement, justement pour en apprendre plus et faire un point sur cette montée en compétences et l'organisation de l'événement. Pour citer quelques exemples, on a un cahier des charges très exigeant sur la partie restauration, parce que c'est un événement qui va drainer, je parle dans le meilleur des cas, hein, des contextes. J'ai cité les jauges tout à l'heure. Ce sont les jauges dans un contexte, on va dire, sanitaire, qu'on a entre guillemets le optimum. On a un cahier des charges restauration exigeant qui va être très attentif à l'utilisation des produits de saison, des produits de circuit court, l'utilisation de matériel et de contenants réutilisables, la lutte contre le gaspillage alimentaire. On peut citer aussi tout le travail d'exigence, toute l'exigence sur la mobilité, sur l'utilisation des transports doux pour réduire l'impact environnemental, tout le travail sur la compensation carbone, puisqu'on a des intervenants et des congressistes qui viendront de très loin, des quatre coins de la planète.
On a aussi, et ça, vous pouvez en témoigner, tout le travail de gestion des déchets sur site et aux abords du site, qui là ont amené aussi bien les collectivités que les acteurs économiques, associations, qui ont la compétence. On est allé chercher la compétence, et c'est là où rentre en jeu l'innovation. Je glisse déjà un petit peu sur les questions suivantes, c'est que l'innovation, voilà, qu'elle est un véritable levier sur ce sujet-là. Donc, tout le monde, collectivités, associations, vont travailler ensemble sur ce schéma de gestion des déchets. On a aussi des exigences sur l'éco-conception des stands, sur la récupération des stands, puisque c'est une filière, la filière de l'événementiel est extrêmement génératrice de déchets. Tout le travail sur le mobilier urbain. Voilà quelques exemples sur les sujets qui vont faire de cet événement, sur les sujets sur lesquels les co-organisateurs sont extrêmement exigeants et se devront être exemplaires. Et là, ça mobilise évidemment les acteurs du territoire et une grande satisfaction. Ce sont ces acteurs qui, pour l'occasion, sensibilisés, vont travailler ensemble, certains pour la première fois. Effectivement, alors je peux en témoigner. C'est la mission du ministère qui a introduit ces deux acteurs non traditionnels que sont Synchronicité et Ecosphère dans des réunions de travail depuis 1 an, consacrées à la gestion, à la réduction, à la valorisation des déchets qui seront produits avant, pendant et après le Congrès mondial de la nature, avec une volonté de faire en sorte que des expérimentations de coopération et de solutions nouvelles puissent se mettre en œuvre sur le territoire. Et on l'a vu avec Maxime dans ces réunions, ça a été l'occasion pour nous de faire passer des messages très forts sur la capacité professionnelle des acteurs de l'ESS à compléter des expertises existantes, à les rénover, à faire passer aussi un message quasiment culturel, qui est celui de faire comprendre à des acteurs traditionnels avec lesquels on est sur des démarches de coopération, comme avec la métropole d'Aix-Marseille-Provence, que les acteurs de l'ESS produisent des services intellectuels, des services opérationnels qui doivent être l'objet de considération et de rémunération. Et Maxime, je vous propose de compléter en fait cette analyse des relations qu'on a établies avec la métropole, avec Veolia, avec Honnête, notamment avec le parc Chano, pour illustrer ces démarches de coopération et de solutions territoriales qui sont mises en œuvre sur le territoire pour répondre à ces enjeux. Effectivement, parler de coopération, quand on parle du Congrès mondial de la nature, c'est un très bon exemple. Il y a un cahier des charges qui a été élaboré par le ministère qui est extrêmement complet pour réussir à atteindre cet objectif. Il y avait une phrase qui m'avait marqué et que j'ai gardée en tête quand on les a rencontrés pour la première fois sur Marseille, c'était de dire jusqu'à présent, avant, on laissait notre trace négative, on laissait l'empreinte, on plantait le drapeau sur la Lune quand on arrivait sur la Lune. Ensuite est arrivé plutôt le monde de l'empreinte positive, c'est-à-dire on ne fait pas de trace, pardon. Donc on arrive et on fait comme si on n'était pas passé, on essaie de laisser la nature telle qu'elle est. Malheureusement ou heureusement, enfin en tout cas, la situation maintenant nous oblige à partir dans un système de régénération. C'est Gunther Pauli qui appelle ça l'économie bleue, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mettre en place des systèmes qui vont permettre non pas de ne pas faire d'empreinte, mais plutôt de laisser une empreinte positive. Et c'était cette phrase-là que le ministère nous avait donnée quand il était venu nous présenter le Congrès mondial de la nature. Choisir la France, choisir Marseille, c'est la volonté de l'IUCN de marquer le territoire d'une empreinte positive. Donc, cette empreinte positive, le but, c'est de créer cette synergie, cette coopération d'acteurs experts à travers des marchés, notamment par exemple, comment est-ce qu'on fait pour créer un événement zéro déchet, zéro gaspillage et idéalement zéro carbone. C'est de faire travailler ensemble des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler pour réussir à remplir ce cahier des charges très complet. Donc, comment est-ce qu'ensemble, on peut réussir à créer cette empreinte positive qui fait qu'une fois que le congrès va se terminer,
et ça sera la même chose d'ailleurs pour les JO 2024, une fois que ces gros événements, par exemple, vont se terminer, qu'est-ce qui va rester ensuite? Et comment est-ce que ce qui a été fait va permettre de régénérer le système économique ou notre territoire une fois que l'événement sera parti? Quoi d'autre à part ça? Des enjeux, des coopérations, c'est notre leitmotiv chez Synchronicity. On considère bien sûr que c'est qu'on réfléchit toujours mieux à plusieurs cerveaux plutôt qu'un seul, que chacun doit apporter, chacun est passionné finalement dans ce monde de l'environnement, de son sujet qu'il maîtrise parfaitement, et il l'acculture, il l'accompagne, il coopère plus que collaborer d'ailleurs, il tient compte des autres acteurs pour monter ensemble des projets les plus pertinents possibles. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Xavier, sur ce congrès mondial? Oui, peut-être, Maxime, d'autres projets, puisque Synchronicity est une jeune structure à Marseille, d'autres projets de coopération pour les mois qui viennent? Alors, pour les mois qui viennent, il y en a certains, mais je peux pas évoquer. On a discuté avec les services com, ils nous demandent en tout cas pas de donner de nom, mais on peut dire qu'une grande rue commerçante de Marseille, qui tient compte des nouvelles réglementations que sont l'obligation de tri des déchets, la mise en place de cette redevance spéciale, qui fait que enfin les professionnels vont devoir payer pour les déchets qu'ils génèrent, ce qui est le cas dans les principales métropoles depuis longtemps. À Marseille, ça arrive et ça se met en place. La métropole l'a élaboré de manière intelligente, elle l'a fait incitative. Donc, prouvez que vous faites mieux pour traiter vos déchets et je ne viendrai pas vous taxer. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Donc cette rue, comment créer dans une rue commerçante la contrainte de cette redevance spéciale, la contrainte de cette ZFE, c'est-à-dire la limitation des déplacements, quand on sait que les déplacements carbonés en ville, 30% des déplacements, c'est la logistique du centre-ville. Donc comment est-ce qu'on attaque cette logistique pour faire mieux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réfléchit pour optimiser les flux premier-dernier kilomètre et sortir, non pas seulement remplacer des camions par des camions électriques, c'est pas ça la ZFE, c'est comment est-ce qu'on décongestionne une ville. Et pour décongestionner, il faut repenser la logistique autrement. Inspirons-nous de ce qui marche sur le Nord Europe, la cyclo-logistique, qui sont des nouveaux outils qui sont particulièrement efficaces là-dedans, mais pas que. Il n'y a pas une seule bonne solution, c'est toujours un assemblage de solutions qui fait l'expertise. Et j'adore, s'il me reste 30 secondes, et je vais déborder, donc vous me couperez, parce que je suis toujours très bavard. L'opération du marché au palier, c'est un exemple très concret de comment est-ce qu'on met en place, par exemple, la Convention citoyenne climat qui est en train d'être votée à l'Assemblée nationale actuellement. Très concrètement, vous avez des producteurs locaux qui produisent à moins de 100 km de Marseille. Première crise Covid en mars, plus de marché, plus de resto. Comment est-ce qu'on fait pour écouler ces productions? On se met autour de la table, on réfléchit de manière intelligence collective. Les acteurs de la roue, qui est la monnaie locale marseillaise, créent une place de marché virtuelle. Les acteurs du monde environnement font buzzer les réseaux pour attirer l'attention. La logistique et l'ensemble des acteurs de la cyclo-logistique marseillaise, je vous le rappelle, c'est plus de 70 emplois avec des croissances à 2 chiffres, plus d'1 million de kilomètres parcourus par an sur Marseille. On les fédère, alors qu'ils peuvent être concurrents au jour le jour, on les fait bosser ensemble pour pouvoir livrer jusqu'à 2 fois 400 paniers par semaine et réaliser en très peu de temps 250 000 € de chiffre d'affaires. Et là, on voit que la coopération et les services achats peuvent créer finalement du chiffre d'affaires qui était généré autrement avant, mais qui est mieux redistribué. C'est cette question de redistribution qui est, à mon avis, importante dans le débat qu'on doit avoir aujourd'hui. Merci Maxime. Hervé Pernaut, chez Veolia, énorme structure, leader international, il y a des éclaireurs dont je suis convaincu que vous en êtes, des éclaireurs d'agilité sur l'évolution des modèles économiques qui répondent bien entendu à des enjeux stratégiques pour Veolia, des visionnaires sur la capacité à créer ces coopérations, notamment avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pourriez évoquer plus précisément votre analyse et un certain nombre d'exemples que vous avez pu mettre en œuvre ou vous projetez de mettre en œuvre avec les acteurs du territoire? Alors, il est vrai que finalement, travailler avec l'économie sociale et solidaire, c'est une véritable opportunité à plus d'un titre. La première opportunité, c'est qu'effectivement, l'économie sociale et solidaire, c'est une
un véritable outil dans le sens étymologique du terme, un outil de réactivité, un outil d'opportunité qui permet en fait une certaine forme d'agilité et de souplesse et qui est en fait d'une certaine manière totalement complémentaire à des activités telles que les nôtres, qui sont des activités un peu plus traditionnelles. Donc ça, c'est la première opportunité. La deuxième opportunité, c'est que travailler avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi un véritable puits, une véritable source d'inspiration, d'originalité, d'idées qui sortent et qui cassent les modèles économiques traditionnels. Et puis, dernier point, effectivement, la notion d'économie sociale et solidaire ne veut pas dire forcément économie. Ça ne veut pas dire forcément pas d'économie, au contraire. La vraie économie sociale et solidaire, c'est une économie qui est génératrice d'activité économique et de développement économique dans le sens emploi, dans le sens rentabilité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner et qui a réellement son importance. Je prends l'exemple de l'initiative de Synchronicity. Ils sont totalement et pleinement dans cette logique-là. Et ça a son importance. Alors, la question qui a été posée aussi, c'était de dire finalement quelques exemples, quelques illustrations en la matière. Ben, j'en aurais 3, 4. La première illustration, et je reviens sur Synchronicity, notre métier de base, ça consiste en la collecte des déchets. Bon. Aujourd'hui, et c'est une très bonne chose, on a un contexte légal et réglementaire qui pousse et qui impose le développement de ZFE, zones à faible émission, en milieu urbain, en centre-ville. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, la collecte des déchets, elle est nécessaire et est obligatoire. On ne va pas pouvoir passer à côté. Travailler avec des acteurs comme Synchronicity, c'est typiquement un moyen pour nous de disposer de partenaires, de sachants logistiques pour réaliser la collecte du dernier kilomètre, du dernier mètre, on va dire du dernier 100 mètres, du dernier mètre. Ça, c'est un outil fondamental et il y a une vraie complémentarité. Il n'y a pas de concurrence entre leur activité et la nôtre, mais au contraire, on est vraiment sur une approche partenariale. Ça, c'est typiquement un premier exemple qui est un exemple urbain. Un deuxième exemple qui est plutôt urbain à destination de collectivités locales. Un deuxième exemple qui est plus un exemple d'entreprise privée. On a un partenaire, une grande surface commerciale qui nous a délégué l'intégralité de la gestion de ces déchets avec un objectif assez clair, ambitieux, qui est tendre vers le zéro déchet, c'est-à-dire avoir que des valeurs positives entrantes et n'avoir que des valeurs positives sortantes, c'est-à-dire tout matériau, tout flux matière, emballage, film plastique, etc., partent directement en filière. Dans le cadre de cette prestation-là, dans le cadre de ce partenariat-là avec cette grande enseigne, on s'est associé avec la société Élise, qui est une société aussi également dans l'économie sociale et solidaire, en tant que partenaire, en tant que co-traitant, qui nous permettent d'accomplir nos missions de prestataires de services, mais pas que, de prestataires de services visant à favoriser le tri in situ directement au lieu de production. Puis un dernier exemple, je te remercie Xavier de poser la question. On a un partenariat avec la société Ecosphère, signé depuis un certain temps. C'est une vraie opportunité. Pourquoi? Parce que Ecosphère intervient avec nous comme étant un outil complémentaire dans la caisse à outils de nos commerciaux, qui ne sont pas là que pour proposer une prestation de collecte et de traitement de déchets ou valorisation des déchets, mais avec Ecosphère, avec ce partenariat, la possibilité de proposer quelque chose d'autre, c'est-à-dire travailler en amont de la production du déchet, visant à communiquer, former, accompagner à la réduction des déchets à sa source. C'est finalement une forme de base. Avant que Anne Clospoty prenne la parole sur ces sujets, je voudrais souligner pour les participants qu'il est important de prendre conscience que ces coopérations impactent les modèles économiques des acteurs. Comme le disait à l'instant Hervé Pernaut, proposer pour un commercial de Veolia un service de réduction du gaspillage et des déchets préalable à son service de collecte et de traitement, c'est finalement avoir une prestation de collecte et de traitement des déchets qui va s'appuyer sur des volumes réduits et donc un chiffre d'affaires potentiellement moins important. L'exemple que j'évoquais tout à l'heure sur cet appel d'offres centré sur les déshydratateurs de biodéchets, là aussi, les réponses qu'on a apportées ensemble étaient des réponses agiles en termes de modèles économiques, puisque, bien entendu, il s'agissait de faire économiser à la collectivité locale un coût sur le volume des machines achetées, sur leur maintenance, un coût sur l'énergie nécessaire à leur utilisation,
mais ça débouchait aussi évidemment sur des volumes de séchage, de biodéchets séchés collectés moins importants, donc des prestations de collecte décarbonées moins importantes, et puis évidemment un traitement de déchets sur des volumes moins importants. Et donc c'est très important de souligner en fait que l'intelligence de ces acteurs qui sont motivés à la fois pour accompagner, apporter des solutions aux enjeux de transition écologique, mais aussi motivés par une vision stratégique de l'évolution de leurs activités, rendent nécessaire une agilité de leurs modèles économiques, c'est-à-dire de la manière dont eux-mêmes génèrent des revenus pour assurer l'activité de leur propre entreprise. Anne Gueulus-Petit, quel regard portez-vous sur ces exemples de coopération et quel projet vous avez à la région aujourd'hui pour faire en sorte que la commande publique soit un véritable levier de développement de ces coopérations territoriales? Anne Gueulus-Petit. Oui, merci. Alors, c'est vrai que pour ce qui est de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur les achats responsables, nous, vous savez qu'on est élu depuis décembre 2015, donc dès 2016, on a travaillé sur l'élaboration d'une vraie stratégie. Et donc en 2017, ça nous a permis d'être une des premières régions à adopter notre schéma régional de promotion de l'achat responsable. Et c'est ce qui ensuite nous guide à travers un certain nombre de préoccupations, notamment sur le volet de l'insertion professionnelle, sur la prise en compte de données environnementales, au travers de nos propres achats. Donc, je ne sais pas après si vous voulez que je parle plus de ce qu'on fait nous comme région au travers de nos achats, ou si vous voulez qu'on parle plus de notre action, avec d'autres acteurs. Alors, à l'échelle de la région, et puis peut-être aussi en termes de projet, sur ce que vous, en tant que nouvelle présidente de l'ARB, projetez en termes de coopération avec les acteurs du territoire. D'accord. Effectivement, donc je le disais, pour ce schéma régional de promotion de l'achat responsable, il nous permet de nous fixer quatre objectifs. C'est encourager les pratiques qui permettent de lutter contre le changement climatique, c'est prendre en compte la transition énergétique, c'est minimiser l'impact environnemental de nos achats, et bien sûr concourir à l'intégration sociale et professionnelle des travailleurs en situation de handicap ou éloignés de l'emploi. Donc juste voilà, en quelques chiffres, on s'est engagé notamment pleinement en faveur des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ça représente aujourd'hui environ 11% de notre panel de fournisseurs. Et puis évidemment sur le volet environnemental, je vais citer quelques exemples, c'est difficile d'être exhaustif, mais c'est important de savoir que nous prenons en compte de manière systématique la fin de vie des fournitures avec l'identification des filières de recyclage. On investit aussi, d'ailleurs on continue à investir dans l'achat de véhicules électriques, puisque aujourd'hui c'est plus de 20% de notre parc automobile pour les services de l'administration et ceux des lycées, puisqu'évidemment il y a l'administration qui est principalement à Marseille, mais évidemment on a aussi plus de 180 lycées dans toute la région, donc là aussi il y a des véhicules et on accompagne les lycées pour qu'ils puissent, on subventionne les lycées pour qu'ils puissent remplacer leurs véhicules quand ils en ont besoin par des véhicules électriques. Et puis c'est aussi l'achat d'électricité issue de modes de production à haute valeur environnementale pour alimenter nos bâtiments administratifs, ceux de la région, et c'est déjà le cas aussi sur 20 des plus gros lycées de la région. Mais je pense que c'était intéressant aussi de pouvoir citer un exemple. C'est vrai qu'on parlait des déchets. Un exemple de ce que nous pouvons faire en termes de rapprochement des acteurs. On parle souvent des déchets ménagers assimilés parce que c'est vrai que ça nous parle directement, mais en fait, dans les volumes produits par la région, les plus volumineux sont les déchets du BTP, donc les activités bâtiments et travaux publics. C'est en 2015, qui sont les valeurs de référence du plan régional de prévention et de gestion des déchets. C'était environ 15 millions de tonnes. Et par ailleurs, l'ADEME a estimé à 1 million de tonnes les déchets du BTP qui, malheureusement, terminent dans nos vignes, dans nos campagnes ou dans n'importe quelle décharge sauvages. Ça, on le connaît tous.
Donc, les déchets du BTP, c'est une vraie préoccupation pour la région. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, déjà, on atteint ce taux de revalorisation de 70% des déchets du BTP. Alors, quand on dit revalorisation, c'est-à-dire soit on concasse et on refait de la matière, soit on réutilise directement sur place les matériaux. Mais même si on revalorise, il faut qu'il y ait ensuite des chantiers qui acceptent de réutiliser ces matériaux qu'on appelle du coup matériaux secondaires, par comparaison avec les matériaux primaires qui sont, eux, issus des carrières. Donc là, on voit bien toute l'importance de l'économie de ressources que représente l'économie circulaire, puisque dès lors que vous utilisez des matériaux secondaires, vous évitez d'aller chercher de nouvelles ressources. Et pour que les chantiers acceptent ce type de matériaux secondaires, il faut que les appels d'offres, que les metteurs sur marché, les demandeurs, les organisateurs de chantier acceptent ce type de matériaux. Et pour ça, il faut une sensibilisation, il faut une confiance dans ce type de matériaux par rapport à des normes, par rapport à des préoccupations techniques. Et en fait, nous, ce qu'on fait à la région, c'est qu'on anime un groupe de travail depuis plusieurs années. Ça a été le cas au départ avec l'ADEME, on continue à le faire avec un certain nombre de partenaires, en mettant autour de la table des personnes, je pense évidemment aux collectivités qui font des appels d'offres parce qu'elles mettent en œuvre des chantiers, mais aussi des entreprises du BTP, et puis entre les deux, les architectes, les promoteurs, les personnes qui recyclent également les matériaux. Et en fait, on se rend compte qu'en faisant travailler les uns et les autres, à la fois sur la prévention, mais aussi sur comment collecter pour pouvoir mieux recycler, et enfin, comment concevoir des marchés pour utiliser ces matériaux secondaires, on travaille petit à petit, c'est un travail de fond, pour que la valorisation des matériaux du BTP soit effective et soit efficace et permette une vraie économie de ressources. Mais là, c'est un travail de fond parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça on imagine bien. Et tous les acteurs de la filière en sont conscients, et c'est voilà, grâce à l'équipe de service région qui est dédiée à l'économie circulaire et aux déchets, on arrive à faire ce travail en animant des groupes de travail, en faisant également des formations et de la sensibilisation. Anne, merci. Chacun de nos intervenants maintenant, Marjorie, Hervé, Maxime, va nous indiquer de manière très concise ce qu'il perçoit comme étant le principal frein ou le principal levier à la mise en œuvre de ces démarches de coopération et de solutions innovantes sur les territoires dans le cadre des achats responsables publics et privés. Marjorie. Merci Xavier. Je vais prendre l'exemple du congrès en étant très rapide. Le principal levier, c'est d'abord la norme ISO 20121 sur l'événement lui-même et sur le site, le site hôte du congrès, qui met, comme je le disais, une belle pression positive. Et comme le disait Maxime tout à l'heure, qui va laisser un héritage positif sur le territoire, où tous ces acteurs sensibilisés avec une volonté commune, que ce soit collectivité, entreprises, associations, collectifs, vont travailler ensemble pour une démarche la plus éco-responsable possible, avec des cahiers des charges très exigeants, et va permettre au territoire de monter en compétence. Donc cet événement qui aura eu lieu en septembre ne va pas être éphémère et laisser sa marque sur le territoire, en espérant que les acteurs continuent à travailler ensemble. Qu'est-ce qui est... Alors, un autre levier, c'est l'innovation, comme j'ai dit tout à l'heure, et là on le voit à travers les réponses aux différents marchés. C'est l'innovation qui va nous aider à faire à avancer. Donc ça, c'est le principal levier. Le frein, ça pourrait être, comme on le pense de façon un peu systématique, mais de moins en moins, ça pourrait être le coût, ça pourrait être parce qu'on est sur des budgets contraints, mais les coûts ne cessent de baisser. Donc c'est un frein qui va petit à petit se réduire et disparaître. Et dans le cadre du congrès, je voulais le rappeler, on fait appel aussi au mécénat de compétences et au mécénat en nature, ce qui est un levier par rapport à la contrainte budgétaire de cet événement d'intérêt général. Voilà. Merci Marjorie. Hervé Pernaut pour Veolia.
Principal frein, principal levier. Alors, enfin, je vois pas finalement de frein, je vois finalement que des leviers. Il y a un élément de contexte légal réglementaire. On a une évolution de la loi qui implique des contraintes de plus en plus importantes. Et ces contraintes-là vont mécaniquement impliquer un changement de paradigme, de modèle. Donc, je citerai la loi de transition énergétique, la loi AGEC. Aujourd'hui, on a finalement peut-être une contrainte qui consisterait à passer du temps, à accompagner, à présenter, à expliquer l'ensemble des décideurs qu'il est possible d'envisager des solutions alternatives à des fonctionnements dits traditionnels, avec effectivement une nouvelle approche originale dans le cadre de la consultation des marchés. Et puis, je pense qu'aussi, il y a aussi un autre levier qu'il ne faut pas oublier sur lequel, effectivement, qu'il faut souligner et sur lesquels il faut effectivement s'appuyer. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont remarquables et qui vont dans ce sens. Donc, si on prend le temps et la pédagogie nécessaire pour motiver, expliquer l'intérêt, je pense que les choses peuvent se faire, d'autant que le code des marchés publics, on a la possibilité de travailler sur des indicateurs de choix d'offres avec des poids plus ou moins pondérants. On a la possibilité de s'appuyer sur un mixte options-variantes, d'utiliser des consultations en marché négocié. Enfin, il y a un certain nombre d'outils déjà existants sur lesquels il est possible de s'appuyer. Et puis peut-être que il y a une phase un peu de transition, de changement d'approche, peut-être aujourd'hui il y a des approches qui sont très très verticales, très silo. Et je pense que le thème qui nous anime aujourd'hui est plutôt un thème assez transversal, où il est nécessaire effectivement de conjuguer, fédérer un certain nombre d'approches différentes de celles qu'on a l'habitude d'utiliser selon des schémas standards qu'on connaît jusqu'à présent. Merci Hervé. Maxime pour Synchronicity. Maxime, le micro. Ah bah, du coup, je vais faire encore plus court avec le micro. Je réponds sur le chat par rapport à des remarques qui nous disent oui, nous aussi, on fait des choses intéressantes. Évidemment, le but, c'est bien de mettre en avant l'ensemble des bonnes initiatives. C'est pas une initiative qui est meilleure qu'une autre, c'est toutes les bonnes initiatives qui vont dans le bon sens et qu'il faut faire coopérer pour avancer ensemble. Frein et levier, je dirais effectivement, cette problématique de silotage, de ne pas voir des projets des projets ou des marchés en mode global, de pouvoir avoir une analyse de l'offre, non pas par des bons de commande, mais plutôt par le coût global qui va être généré. Et ensuite, je pense que ce qui serait intéressant, c'est la possibilité de mesurer ce qu'on appelle les externalités positives. C'est-à-dire, si le marché n'est basé que sur des critères prix, par exemple, 70-30, prix qualité ou 80-20, il ne peut pas tenir compte de toutes les externalités positives qui sont apportées par ce service, par ces achats finalement qui sont réalisés. Je prends l'exemple d'une tomate et je vais essayer de faire rapide. Vous prenez une tomate qui vient du sud d'Espagne, vous prenez une tomate qui vient de Cavaillon. Si la tomate, la même marque, la même tomate, voilà, elle arrive sur le marché, quelle est la valeur immatérielle de la tomate qui vient de Cavaillon par rapport à la tomate qui vient du sud de l'Espagne? Si on ne mesure que le taux de CO2, eh ben ça va vous paraître paradoxal, mais le kilo de CO2 produit par la tomate espagnole dans le transport sera à l'avantage de la tomate espagnole parce qu'ils sont arrêtés et massifiés en termes logistiques. Donc, comment est-ce qu'on regarde de manière globale l'analyse du cycle de vie des produits? Comment est-ce qu'on a une vision holistique de ce qu'on est en train d'acheter pour mesurer finalement tout ce que ça va permettre de rapporter sur le territoire? Merci Maxime. Effectivement, dans le chat, on a eu un certain nombre d'interventions, d'illustrations de coopération sur le territoire, notamment celle de Michel Gâteau pour la MAP, Association pour le maintien de l'agriculture de proximité, et puis celle de la remarque de Gilles Marcel pour France Nature Environnement. Je voudrais préciser une évolution qui me paraît assez intéressante.
On a un projet de loi climat résilience aujourd'hui à l'Assemblée nationale, proposé par le gouvernement, dans lequel sont introduits des amendements à l'article 15 notamment qui concernent la commande publique, notamment un amendement qui a été co-rédigé avec Claire Pitola, députée de Marseille, le ministère des entreprises responsables et des économies sociales et solidaires, et puis moi-même, visant à introduire dans la qualité des mémoires techniques, dans la notation de la qualité des mémoires techniques en réponse aux appels d'offres, visant à introduire la notion de coût évité sur le plan écologique et sur le plan financier, coût évité porté par ces démarches de coopération et de solutions innovantes proposées par des acteurs qui répondent ensemble en consortium à des appels d'offres. On espère que cet amendement sera approuvé par l'Assemblée nationale et par le Sénat pour favoriser précisément ces démarches de coopération sur les territoires. Merci pour les questions qui ont été posées par ceux qui assistent à cette conférence inaugurale. Une question pour Veolia, très concrètement, c'est Madame Jeanne Bernard qui pose la question de savoir comment, en termes de flux de déchets, papier, carton, métal et plastique, Veolia optimise les taux de revalorisation de ce type de déchets. Alors, je répondrai par rapport au flux matière dont on a la responsabilité. Plusieurs éléments. Enfin, aujourd'hui, on a deux origines de producteurs de déchets. Il y a une origine d'activité économique et une origine d'activité produite par les particuliers. La collecte sélective. Dans le cas de la collecte sélective, on opère des opérations de collecte et de tri directement au centre de tri. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que les taux de refus que l'on peut constater dans nos centres de tri, c'est-à-dire la quantité mélangée avec des produits qui pourraient faire l'objet d'un recyclage, valorisation non conforme, on est aux alentours de 15 à 20%, voire 25% en fonction des collectes et des périodes. Ça, c'est pour les aspects. Ensuite, en sortie de centre de tri, une fois cette frange de matière non valorisable extrait du flux, 100% du flux valorisé, enfin 100% du flux produit sorti centre de tri sont valorisés en filière matière ou recyclage. Sur les activités industrielles, on est à peu près dans les mêmes ratios, d'autant que ce qui se passe aujourd'hui pour les activités économiques, on travaille de plus en plus avec ce qu'on appelle la politique des 5 flux, à mettre en œuvre directement les opérations de tri au départ au niveau du point de collecte des déchets, c'est-à-dire qu'on collecte de moins en moins les déchets en mélange, des activités économiques. On travaille de plus en plus en partenariat avec des acteurs économiques qui vont sélectionner, trier leurs matières et les présenter à la collecte, ce qui va nous faciliter ensuite derrière les opérations de tri, de valorisation, pardon. J'ai vu aussi deux petites remarques. J'ai vu aussi une question précédente concernant la valorisation énergétique. La valorisation énergétique, j'y répondrai assez rapidement. On a deux sources de valorisation énergétique en termes de matière. On a un premier flux qui est une valorisation énergétique au niveau des UVE, usines de valorisation énergétique. Donc, en fait, c'est l'énergie dégagée par le brûlage des déchets qui est transformée en énergie électrique. Puis après, on a un deuxième, donc ça, c'est pour les activités incinération. Et puis, pour une activité stockage, enfouissement ultime des déchets, ces activités produisent un gaz et ce gaz est transformé en électricité. Voilà, ce sont les deux sources de production d'énergie issues de la valorisation des déchets. Merci. Marjorie Agobian, il nous a été posé une question de savoir comment le ministère et votre activité sur le territoire permettaient précisément de fédérer toutes ces initiatives sur le Congrès mondial de la nature. Vous avez environ 45 secondes. Oui, alors j'ai répondu par écrit, mais là, merci beaucoup. Depuis le début de l'organisation de cet événement, qui s'organise d'une édition sur l'autre, c'est-à-dire bientôt 3 ans aujourd'hui, des groupes de travail ont été constitués et pilotés par le préfet de région, avec les acteurs économiques et avec aussi toutes les équipes logistiques, ministère et puis IUCN, pour travailler à la fois. Alors, on a des groupes de travail sur la mobilité, sur les transports, les groupes de travail sur la gestion des déchets, sur les marchés. Voilà, ça s'organise de cette façon-là et ça se passe sur le territoire. Merci. Je vais répondre à une question qui nous est posée sur la manière de fédérer toutes ces initiatives avant de passer la parole à Anne-Claude Petit. En fait, ça dépend des thématiques.
des réponses et des enjeux de transition écologique et solidaire. Et puis, bien entendu, le plus important, c'est d'avoir une vision commune de la transition écologique et d'avoir une volonté, une vraie volonté et une capacité en termes de réflexion, de vision et d'action à faire évoluer les modèles économiques qui sont impactés par ces volontés de coopération. Anne Petit, dans la dernière minute qui nous est impartie, quel élément de conclusion sur cette table ronde et sur la place que peut occuper la région dans la création de cette culture commune avec les acteurs du territoire qui sont portés par la volonté d'apporter ces solutions et de les porter par des coopérations innovantes. Oui, merci. C'est un plaisir de pouvoir conclure ces échanges qui ont été très intéressants. J'espère, je l'ai salué effectivement Gilles Marcel parce que j'ai vu son message. Effectivement, les acteurs associatifs sont très importants dans l'ensemble de l'élaboration et de la mise en œuvre de nos politiques et de nos stratégies. Alors effectivement, ce qui est intéressant au niveau de la région, au niveau du conseil régional, c'est que nous, on a cette capacité à élaborer des stratégies, mais je ne disais pas forcément seules, qui permettent ensuite le développement de certaines filières, et notamment sur l'économie circulaire. Comme je le disais, on est en première ligne pour le développement de dynamique territoriale. Je voudrais juste, en conclusion, parler de deux démarches collaboratives qu'on a mises en œuvre, dont l'une, on va pouvoir lancer concrètement 2 ans après, quelque chose de concret cet après-midi, je vous en parlerai. Ces démarches collaboratives, elles touchent la première, c'est le réseau de lutte contre le gaspillage alimentaire, dans lequel, en fait, on s'est dit qu'au lieu de nous lancer un appel d'offres, un marché, ou même par nous-mêmes une démarche, on allait travailler de manière collaborative avec l'ensemble des acteurs qui sont intéressés en amont ou en aval par le gaspillage alimentaire et qui ont envie de lutter contre ce gaspillage qui est un scandale à la fois économique, social et environnemental. Et c'est pour ça que c'est ainsi qu'on est arrivé à la conclusion que on ne pouvait pas, nous, seules régions, animer un tel réseau, et on a créé ce réseau qui s'appelle Régalim, qui est animé par COP de France et dans lequel il y a un certain nombre d'acteurs qui, d'une part, partagent leurs expériences, mais aussi essayent de les essaimer sur l'ensemble du territoire régional. La deuxième démarche collaborative que j'ai trouvée vraiment très, très parlante, on l'a lancée il y a 2 ans, le 30 avril 2019. C'était la plateforme régionale pour l'économie circulaire. On a passé une convention avec l'Adréal, avec l'ADEME, avec un certain nombre d'acteurs, la Banque des Territoires. Mais ce qu'on a voulu aussi dans cette journée, il y avait plus de 300 personnes qui ont participé à justement quels sont les freins, quelles sont les difficultés pour développer un peu plus loin une économie circulaire. Parce que la région, elle finance des appels à projets comme Fili Déchets qui d'année en année accompagne des entreprises ou des associations dans le développement de nouvelles filières d'économie circulaire. Mais il faut qu'on puisse passer la vitesse supérieure. Et ce travail collaboratif, depuis 2 ans, on le mène avec des acteurs qui sont intéressés. Alors, soit des acteurs du déchet ou qui travaillent déjà dans l'économie circulaire, soit la chambre de commerce, les chambres d'artisanat, soit des entreprises qui ont envie de s'inscrire dans la transition écologique. Donc, on a animé des groupes de travail et cet après-midi, on va pouvoir lancer l'Apreci, donc un outil informatique qui pourra mettre en relation les acteurs qui ont envie de s'intéresser, qui ont envie de se lancer, mettre en évidence aussi et montrer les initiatives qui sont menées et qui permettent de se dire aussi pourquoi pas moi aussi je me lance. Voilà, la région, elle a travaillé aussi à, comme disait Hervé, désiloter ces démarches parce que effectivement, il faut travailler en transversal pour une administration. Ça ne va pas forcément de soi, mais c'est le travail qu'on a fait depuis 5 ans. Et il y a des choses qui fonctionnent bien. Bon, c'est vrai que l'appel à marché sur les déshydrateurs montre qu'on a encore des efforts à faire pour mettre un peu plus en œuvre l'intelligence de service dans nos marchés. Mais on y travaille et on a vraiment cette perspective en ligne de mire, en objectif, parce qu'on voit bien que c'est là qu'on obtient une dynamique plus forte et donc des résultats et une efficacité plus importante. Merci à tous les intervenants. Vous pouvez nous retrouver sur le chat toute la journée, sur nos pages LinkedIn aussi. Vous y verrez d'ailleurs sur le LinkedIn d'Ecosphère que Ecosphère recrute sur Marseille.
les coopérations sacrées de l'emploi. Cette conférence va céder la place à une intervention de Denis Philippe, le président de la CRES, et de Renaud Muselier, le président de la région. Il y aura d'ici peu en région sud une conférence régionale tripartite État, région, CRES sur la stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire. Et nous y reprendrons très certainement le sujet de la conférence de ce jour. Merci à tous et à très bientôt. Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux.
Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux.